Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue à Afen Co. Afen Co, la collégiale de l'Afen. On en est au numéro 358 et on va parler de l'histoire des compétences. D'où vient ce concept? Qu'est-ce que ça veut dire véritablement et vers quoi il tend aujourd'hui? Est-ce que c'est toujours un concept qui est d'actualité pour la formation dans les entreprises? Et pour ça, il nous fallait une personnalité émérite qui a une visibilité et une perspective historique. Alain Maignan. Et pourquoi Alain Maignan, outre son parcours? Parce qu'il a écrit un ouvrage, justement, qui retrace un peu l'histoire de la formation en entreprise avec Bachir Amokrane. Ouvrage qui est sorti en 2019, donc encore très récent. Et donc, ça permet de remettre en perspective pour éviter, pour sortir de l'actualité et donc de redonner une dimension stratégique à la formation. On est très heureux d'avoir Alain Maignan qui avait déjà eu la gentillesse de faire une émission avec nous, pour ceux qui s'en rappellent, pour les anciens. Dans ces cas-là, bonjour Alain. Bonjour. Eh bien, Alain Maignan, que tout le monde connaît par rapport à son manuel de la formation, le management de la formation, qui est un best-seller, et il n'y a pas tant que ça dans la formation. La notion de compétence, d'où ça vient? Alors, si tu permets, je vais remonter très très loin. Très bien. Très loin. Je pense que le premier homme des cavernes qui a montré à quelqu'un comment on dessinait sur les parois, déjà la question de compétence était posée. Évidemment, il n'utilisait pas le mot, Mm, mais déjà la question se posait. Quand il lui disait comment on chasse le mammouth, déjà il y avait une transmission de compétences. Il y avait cette idée de la transmission. Bon. mm, Alors ça a évolué évidemment dans le temps, et puis progressivement, l'humanité s'est dotée de structures de formation mm, spécialisées, d'éducation. Alors le plus ancien bouquin qu'on connaisse sur la pédagogie ou sur l'enseignement, c'est Confucius. mm, C'est moins 500 avant Jésus-Christ, hein. Et c'est intéressant, bon, c'est des entretiens. C'est d'ailleurs pas lui qui les a écrits, c'est celui qui a fait dans les entretiens qui l'a formalisé. Alors, ce qui est intéressant, c'est un peu une anecdote, mais il raconte qu'à un moment, un de ses disciples lui dit, Maître Kong, s'il vous plaît, apprenez-moi l'agriculture. Et là, Confucius se fâche et lui dit, si c'est ça, demandez à un vieux jardinier. mm, mm, Alors, si je raconte ça, parce qu'il y a déjà ce problème des disciplines. Lui, c'était plutôt un enseignement moral, philosophique, et du coup, la formation technique est rejetée un peu, et mm, considérée mm, comme moins importante. Et mm, je pense que c'est toujours vrai, mm. Donc ça n'a hein, pas beaucoup changé, effectivement. 2500 ans après. Bon, alors je ne vais pas refaire l'histoire depuis ça. Enfin, on voit quand même que dans toute la période qui a suivi, dans toute la période de l'Antiquité, bon là je parlais de la Chine, mais c'est vrai en Mésopotamie, c'est vrai en Perse, c'est vrai en Égypte, et puis évidemment en Grèce et à Rome. Mm, En Amérique du Sud, je ne sais pas trop, mais ça a dû aussi pas mal fonctionner. Donc il y a eu l'organisation de structures de formation. Alors soit des écoles, mm, soit des maîtres qui avaient des disciples, hein, mm. Platon, Aristote, Exactement. Mm, etc. Bon. Et alors Platon, il se battait déjà contre les sophistes, c'est-à-dire mm, il défendait cette idée qu'il fallait que les gens réfléchissent par eux-mêmes au lieu de rentrer dans des cadres établis. Je mm. pense qu'on va retrouver des échos de ça Bien aujourd'hui. sûr. Bon. Parce que les sophistes avaient une très belle approche. Ils disaient, finalement, la formation, c'est une technique de transmission, Mhm. une rhétorique. Et donc, en Ouais. fait, alors que Platon, avec Socrate, dit, pas du tout, il faut incarner, il faut rajouter autre chose que la technique. Donc là encore, il y avait cette distinction entre technique Ben voilà. réalité des Alors connaissances. aujourd'hui, on parle des méthodes actives, on parle des méthodes du rôle de l'apprenant, etc. C'est la même problématique, hein. Mm, Ça fait des millénaires, hein. Alors, bon, je vais pas non plus faire un résumé détaillé, mais bon, on arrive aux Romains. Alors, les Romains, le moment clé, c'est l'arrivée du christianisme. mm, C'est le moment où Constantin se convertit. mm. Et Saint-Augustin comme pédagogue. Mm, Et alors, voilà. Alors, Saint-Augustin arrive et l'Église prend euh,
vraiment de plus en plus le contrôle de l'éducation, hein, et Saint-Augustin arrive effectivement, et il établit une liste, qui est une liste tout à fait intéressante, qui s'appelle les Cétars libéraux. Alors, les Cétars libéraux, il y a deux paquets, 3 et 4. Alors 3, c'est la grammaire, la dialectique et la rhétorique. Si on enlève la grammaire, c'est pas très loin de ce qu'on appelle les soft skills aujourd'hui, hein. Mm, mm. Exactement. Hein. Mm. Encore que la grammaire, c'est important dans l'expression Bien sûr. écrite. Et puis les quatre autres, c'est l'arithmétique, la musique, la géométrie et l'astronomie. Bon, très Mm, bien. Alors voilà des arts considérés comme des arts centraux, mm. généralisés et nécessaires pour pouvoir acquérir une connaissance, notamment une connaissance religieuse ultérieurement. Il ne faut pas oublier que ça s'adresse à, si tout va bien, à 5% de la population, Bien tout sûr. ça. À l'élite, absolument. Mm, Voilà. Et puis alors de l'autre côté, il y a les arts mécaniques, c'est intéressant parce qu'ils les appellent quelquefois les arts serviles. mm, mm. Ouais. Et alors c'est la laine. Alors quand on dit la laine, c'est tout depuis l'élevage des moutons jusqu'au cardage, etc. Enfin Mm, c'est toute la filière. L'armement. Alors c'est l'armement des navires, mais c'est aussi l'armement au sens militaire. La navigation, l'agriculture, la chasse, la médecine qui est associée à la pharmacie. Et le théâtre, mais le théâtre au sens des arts de la scène, c'est pas simplement les comédiens, c'est aussi tous ceux qui mettent en scène à l'époque on parlait pas d'éclairagistes, mais enfin mm, mm, mm. l'idée Et c'est ça, tous les métiers qui sont associés à ça. mm. Alors c'est intéressant parce que là c'est une logique de branche professionnelle, Oui, exactement. hein. C'est une logique de branche Mm, professionnelle qui se structure pour essayer d'enseigner des choses et donc forcément des compétences, même si le mot mm. enfin, Ouais, le mot compétence existe en latin, hein, mm, mm. mais le mot compétence, il signifie un peu être au bon endroit. D'accord. C'est un peu ça. Mm, Euh, D'ailleurs, bon, là je fais une parenthèse par rapport à l'histoire, mais c'est que c'est toujours un peu ça, c'est ça le problème de l'organisation. mm, On dit j'ai compétence pour. mm, Quand un tribunal dit j'ai compétence pour ou je n'ai pas compétence pour, ça ne veut pas dire qu'il a oublié le droit, ça veut dire qu'il n'est pas positionné pour placer l'affaire. Et mm. je pense qu'en matière de compétence, c'est un point clé. Il ne suffit pas d'être compétent, encore faut-il être bien positionné Mm. pour activer cette compétence. Exactement. Et être reconnu, c'est-à-dire que la société dise, reconnaît la compétence. Absolument. Mm, mm, Bon, alors après, pendant tout le Moyen Âge, ce poids de l'Église et de l'enseignement religieux, ou parareligieux, disons, est très fort. Alors il y a quelques, comment dire, il y a quelques critiques, hein. Il y a Rabelais, il y a ouais, bien sûr. Montaigne, Mm, il y a Francis Bacon en Angleterre, mais mm, mm, ça se termine très mal pour lui. mm, mm. Et puis, disons qu'en gros, ça va aux Lumières, quoi, à Mm. Diderot, Absolument. Voltaire, Là, etc. Mais autrement, c'est quand même beaucoup du dogmatisme, parce que mm, ce que l'Église craignait avant tout, c'était les hérésies, mm. hein. Et ça a duré avec le Moyen Âge plus de 1000 ans. Donc c'est quand Oui, même, oui, c'est oui, énorme, bien hein, sûr. donc, Bien sûr, mais je crois que ça a structuré les catégories de pensée que nous ouais, avons toujours, absolument, hein. absolument. D'ailleurs, saint Augustin parlait déjà du maître intérieur, et dans sa correspondance, Descartes, en posant l'individu, je pense donc je suis, un de ses camarades qui était un peu taquin, ils lui disent, mais est-ce que tu ne te serais pas inspiré de saint Augustin? Il lui a pas répondu, hein, donc, enfin, Ouais, on n'a pas mais la correspondance, mais ça veut dire qu'il y a quand même une filiation en disant d'abord, c'est je parle à Dieu, c'est saint Augustin, et puis ouais, après, je parle à la raison, c'est Descartes. voilà. Alors, bon, dans toute cette période-là, qui dure des siècles, hein, effectivement, Hum, bon, l'éducation est complètement contrôlée par l'Église, qui s'appuie sur les fameux arts libéraux et surtout hum, sur les premiers, enfin sur oui. La formation professionnelle est prise en charge par les corporations. hum, Alors, les maçons, on les a revus à Notre-Dame il n'y a pas longtemps, hum, hein, hum, c'est dans la continuité, parce que là, c'est une façon de valoriser, tu parlais de reconnaissance tout à l'heure, hum, à défaut d'être valorisés socialement, ils étaient au moins valorisés entre eux, hum, hein, et ça, c'était absolument. important. Bon, la transmission familiale se faisait beaucoup, la transmission des métiers se faisait beaucoup par la famille, parce que la plupart du temps, c'était les fils qui reprenaient Hum, l'activité du père, alors en agriculture, mais aussi dans l'artisanat, donc hum, c'était de l'enseignement sur le tas, finalement. hum.
Je sais pas si Exactement. on n'appelait pas ça la feste à l'époque. Ouais. Mais, Très mais bien. c'est, mais bon voilà, Hmm, c'est ça. et ça a duré comme ça, avec aussi derrière tout ça une division sociale du travail une division sociale très profonde, hein, puisque la plupart de ces gens-là étaient analphabètes, hein, Hmm, faut pas exactement. l'oublier. Ouais. Bon. Donc tout ça est très lié au pouvoir. Bon, le pouvoir catholique était évidemment secoué par un certain nombre d'hérésies, par déjà l'orthodoxie du Hmm, côté de l'Est, de l'Orient? de l'Orient. Bon, les protestants plus tard avec Exactement. Luther, Hmm, bien sûr. Alors, et puis ce qui est intéressant, c'est que dans d'autres périmètres, par exemple le monde arabo-musulman est aussi secoué par tout ça, hein. hmm. Il y a des espèces de fluctuations dans le monde arabo-musulman entre des périodes avec, je ne sais plus comment elle s'appelait, cette école célèbre à Bagdad, à la Les, grande période, les Abbassides? ouais, je crois, oui, Hmm, c'est ça. c'est la période des Je sais Abbassides. plus. Le- Là, j'ai un petit trou. Mais voilà, puis après, il y a eu des retours au dogmatisme selon les califes et les califes. Bon, puis aujourd'hui, on a Boko Haram, hein. Hmm, hmm, Boko Haram, je pense que tout le monde le sait, Boko c'est les livres et Haram c'est péché. hmm, C'est qu'il y a un seul livre, c'est le Coran. Le reste est à brûler. C'est pour ça qu'ils attaquent les écoles aujourd'hui en hmm. Afrique, hein. Bien sûr. Donc c'est cette espèce de lutte entre le dogmatisme et la science, Hmm, et la science fortiori, la science laïque, et c'est toujours quelque chose qui nous travaille, hein. hmm. Exactement. Et on retrouve d'ailleurs avec le Moyen Âge, où quand on avait la scolastique, où justement on prenait un texte ou une problématique, on l'interprétait, on dialoguait, on débattait, et puis à la Ouais, fin, le sage disait si c'était bon ou pas bon. C'est-à-dire si on voilà, s'était trop éloigné de la parole de Dieu. voilà. Alors, bon, là, je parlais des musulmans, mais Hmm. les chrétiens, il y a les évangélistes aussi, hein, Bien sûr, complètement, absolument. Hmm. qui sont pas toujours d'une ouverture à la science Hmm, hmm, considérable. Bon, alors, voilà. Alors, je passe, on arrive à l'époque moderne. hmm, Alors, qu'est-ce qui se passe à l'époque moderne? D'abord, il y a une généralisation de l'éducation. hmm, Enfin, en tout cas en France, depuis hmm. Jules Ferry, hein. Oui, tout à fait. Euh, au 19e et au 20e, il y a une industrialisation très forte. Hmm, Bon, l'industrie existe et devient l'activité presque dominante, même si hmm, l'agriculture garde encore une grande place, et se développe le taylorisme. hmm, Alors le taylorisme, il est intéressant parce que d'une part, il permet des gains de productivité considérables. En même temps, il entérine, d'ailleurs Taylor le dit comme ça, ou Ford, je crois que c'est Taylor, qui dit vous n'êtes pas payé pour penser. hmm, C'est-à-dire qu'il y a une division du travail entre ouais, ceux qui exécutent et ceux qui pensent le travail. hmm, Donc ça, c'est extrêmement vrai. Enfin, et ça structure un siècle d'activité dans l'industrie, ça. d'accord. Et quand tu citais tout à l'heure les pays étrangers, quand on voit qu'avant que la modernité, et donc au XVIIe siècle, la France et l'Occident étaient au même niveau que la Chine. Et ce qui a permis une accélération de l'Occident, bah, c'est justement cette façon scientifique d'organiser le travail. Oui, 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 absolument. Qui a Hmm. été copiée après qui était admirée par Lénine et qui était reprise Exactement, tout à fait. Hmm, sous différents hmm, périmètres. Alors, c'est intéressant parce que c'est une division du travail social hmm, et une division du travail technique. hmm, Marx dit que c'est l'assassinat d'un peuple. hmm, C'est-à-dire que le savoir-faire possédé par des artisans qui viennent travailler à l'usine, eh ben, c'est une façon de tuer d'une certaine façon cette, euh, enfin, ce qu'il pouvait y avoir d'intellectuel dans d'accord. le Et de peuple, développer l'aliénation, c'est ça qu'il voulait de dire. développer Ouais, l'aliénation. ouais, Bon, ouais, voilà. Alors, en même temps, dans cette même période, on recherche des moyens de donner une rémunération juste. Là, je parle de l'industrie, hein. hmm, Et c'est là, alors ça c'est avant-guerre, puis ça continue un peu après, mais c'est surtout avant-guerre, on voit des systèmes de classification, hmm, notamment les points Bedeau. d'accord. C'est Les quoi les points points Bedeau? Ah bah Bedeau, Philippe Bedeau, c'est un monsieur qui a été extrêmement célèbre en Europe
en France, en Belgique, en Italie et aux États-Unis, où il s'est installé un peu plus tard, qui était très admiré par Ford et par quelques autres, et qui a inventé un système dans lequel on pouvait mesurer ce que valait un emploi je crois qu'il y avait 27 critères, et c'est à partir du chronométrage. Ah, d'accord. Ouais. Voilà. Alors, Bedeau, il n'a pas dépassé la période de la guerre parce il n'a pas été comment dire, il n'a pas été très clair vis-à-vis de l'occupation Ah, oui. et puis il a eu des problèmes. Il a fini, il est mort dans une prison à Miami. Bon. D'accord. Donc, ça a pas. Mais cela dit, la logique était là. Mm. Et quand on part après la guerre, qu'est-ce qu'on a? On a une structuration des branches professionnelles qui commence par le dialogue social à organiser des systèmes de classification. Mm. C'est des classifications parodies, Mm. qui d'une certaine façon s'inspirent un peu des points Bedeau, mais en moins étroit. Mm. Enfin, c'est un peu cette idée de peser les postes. Hein. Bon. Alors les conventions collectives, tout ça qui structure, en tout cas en France, les relations sociales et les rémunérations des branches professionnelles. Bon, dans cette même période, il y a un besoin de main-d'œuvre qualifiée, évidemment, puisque l'économie se développe. Alors pour ça, qu'est-ce qu'on fait? Ben, il y a l'AFPA. Oui. Il y a Qui est l'AFPA. né en Alors, 44, je crois. oui, mais qui avant s'appelait l'ANI-FRMO. Je me Mm. demande pas ce que veut dire ce Oui, sigle. c'est ça. Je ne sais plus, À l'époque, ils faisaient l'Association pas beaucoup d'efforts. nationale. Voilà. Ouais, ouais. Et non, ça existait déjà, mais enfin, ça a été D'accord. structuré, ça s'est appelé l'AFPA. Mm. Et donc, l'AFPA, qui était quand même un lieu de formation professionnelle d'adultes très important, euh, très pensé sur le plan pédagogique. On peut en penser ce qu'on veut, mais enfin, il y avait les fameuses progressions AFPA, enfin, il y avait des Mm. choses tout à fait pour un personnel peu qualifié qui était destiné à la reconstruction finalement. Oui, Hein. exactement, c'est ça. Moi, je me Mm. souviens des limousinants. Alors, les limousinants, c'était des sections de l'AFPA D'accord. qui faisaient qui taillaient des pierres. D'accord. Mm. Voilà. Mm. Mm. Pour la construction, mais il y avait considérablement je ne sais plus combien, il y avait de dizaines de formations techniques. Donc il y avait Mm. ça. Et puis alors pour la formation des jeunes, bah, il y a eu les lycées techniques, il y a eu les centres de commerce, les chambres de Ouais. commerce qui ont créé toutes sortes d'institutions. Il y a eu un peu plus tard la création des IUT qui Mm. répondaient aux besoins de personnel d'encadrement intermédiaire, disons ou de techniciens intermédiaires. Donc il y a eu un fort développement, puis il ne faut pas oublier les lycées agricoles, je parle toujours de l'industrie parce que c'est ce que je connais le mieux, mais il y a eu beaucoup d'efforts aussi dans le secteur agricole. Bon, alors arrive la loi de 71. Mm. Bon, je ne vais pas refaire l'historique de la loi de 71, mais en gros, elle arrive dans une période de grand trouble social, parce que c'était juste après 68, D'accord. et une période de croissance forte. Oui. Je crois que c'était 6% Mm. la croissance de l'économie française à cette époque-là. Bon, alors, la loi de 71, elle essaye de, de concilier le dialogue social et les besoins de l'économie Mm. et les attentes des individus. Alors, dans l'avenir, la suite a montré que c'était pas toujours très facile à concilier. Enfin, c'était un des points de départ. Mm. Et il y a eu à ce moment-là euh, un certain nombre de réticences. Enfin, les syndicats, en gros, étaient pour, hein, D'accord. euh, mais la réticence était, mais les patrons vont en profiter. Mm. Alors, pour que les patrons n'en profitent pas trop, il faut bien fixer des règles. Et les règles, c'est bien les formations, ce qu'on a appelé après les formations imputables. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un programme, il faut qu'il y ait un truc bien déterminé. C'est-à-dire qu'on a reproduit le modèle des cours pour adultes. Mm. Hein. Et donc, la question de la pédagogie se posait pas, la question était finalement bien déterminer le temps, un temps précis avec un programme précis, pour Mm. que ça soit imputable. Bon, il faut dire qu'il y avait certaines tentations, le Club Méditerranée, par exemple, qui envisageait de faire des croisières pédagogiques. Donc, il fallait mettre fin à ça, et les syndicats soupçonnaient les patrons
quelquefois à raison, de vouloir tout, ils vont tout mettre sur la formation, quoi. Oui, exactement. Hein, on se parle à la machine à café, Mm. donc on a appris quelque chose. Donc, vous voyez, donc Mm. cette espèce de risque-là était présent dans les têtes. Bon. Et c'était vrai aussi avec les partenaires sociaux. Il y avait une forte proportion qui luttait, qui développait aussi la lutte des classes. Donc c'était aussi Ouais. cette période-là, ce qui fait qu'on se méfiait du patron. Donc il n'y avait Oui, pas oui, cette, ah comme les bah, Allemands par exemple, il n'y avait pas cette synthèse qui se faisait avec eux. oui, oui, Mm. c'est ça. Enfin, disons qu'il y avait une méfiance Oui, historique et ouais, tactique et exactement. stratégique à cette époque-là. Mais du coup, c'est fortement marqué Mm. les formes comprises la formation, et notamment la formation dite imputable. Mm. Puisque pour être euh, pris en charge par les budgets de la formation classique, hein, enfin classique telle qu'elle était instituée par la loi, eh bien, il fallait qu'il y ait un certain nombre de critères assez précis, finalement assez scolaires, Mm. Mm. hein. Et c'est toujours vrai. Oui, Même bien sûr. si ça s'est atténué avec Mm. 2014, avec la réforme de 2014, c'est toujours vrai. Bon, alors sur le plan plus conceptuel, alors qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a eu un certain nombre de travaux, souvent par des ergonomes. Je pense à De Montmolin, par exemple, ou Mm. des gens comme ça, ou Wissner, un peu plus tard, Wissner, qui ont travaillé sur l'analyse du travail, le but étant de déterminer les besoins de formation. Enfin, c'est pas le but d'un ergonome, mais c'était Mm. utilisé par les ergonomes. Les travaux des ergonomes étaient utilisés pour déterminer des besoins de formation à partir des exigences des emplois Mm. réels et pas à partir des programmes tels que les profs Mm. ou les formateurs peuvent les imaginer. Donc partir de la réalité des situations de travail au lieu de plaquer un modèle. Mais alors évidemment, dans cette période aussi, il y a eu toutes les grandes reconversions qui ont démarré à partir des années 50. Alors les mines, moi je suis lorrain, hein, donc Mm. Mm. on a bien vécu ça. Donc les mines en Lorraine, Dans la les sidérurgie. années 50, les mines en Lorraine, elles tournaient plutôt à plein régime pour la reconstruction. C'est un peu après la... Oui, mais c'est venu après avec la CECA, Oui, oui, hein, puisque exactement. c'est la première institution européenne, c'était la Mm. CECA, la Communauté européenne du charbon et de l'acier. Donc les mines, c'est venu progressivement, et puis l'acier, c'est venu plus Mm. tard. Donc en Lorraine, il y a eu la fermeture des mines de fer, parce que les mines de fer sortaient, la minette Lorraine n'était pas assez bonne, ça coûtait moins cher de faire venir les minerais de fer d'un autre continent que de l'exploiter. Mm. Bon, là, et les mines de charbon ont fermé plus tard, bon, enfin, un peu Mm. plus tard, mais enfin quand même. Puis il y a eu le textile un peu plus tard aussi, dans Mm. les années Mm. 70, hein. Alors tout ça, ça a amené à et notamment ces opérations de reconversion, elles touchaient des personnels adultes en situation donc difficile, souvent qui avaient un niveau de formation académique faible. Mm. Alors dans les mines, oui, dans la sidérurgie aussi, enfin pas toujours, mais oui. Le textile, oui. Donc, il y avait forcément des besoins de pédagogie Mm. différentes, hein. Donc, il y a eu un certain nombre de cours. Bon, moi, j'y ai participé directement parce que mon premier emploi, ça a été en Lorraine avec Bertrand Schwartz, Ouais. Mm. qui était justement centré sur ces questions-là. Donc, j'ai eu beaucoup de chance au démarrage de mon activité professionnelle. Puis alors, est venue progressivement la formule magique, la célèbre phrase, à la fin de la formation, le stagiaire sera capable de. Mm. Hein, ça vient d'un Américain qui s'appelle Mager, ou Major, je ne sais pas comment on prononce. Et donc c'était bien l'idée de formuler les objectifs de la formation, pas par rapport à l'apprentissage d'un contenu, mais par rapport à une sortie de formation qui serait la démonstration qu'on est capable de. Mm. Alors, on ne parlait pas de compétences à ce moment-là. Le mot n'était pas usité, mais c'était Mm. bien de ça qu'il s'agissait, Mm. hein.
Alors ça a été très critiqué, très décrié en disant, oui, mais alors c'est extrêmement pointilliste, il est Oui. capable de plein de choses, et puis il en manque un, et donc du coup il sait Mm, pas quoi. mm. Hein, il est pilote d'avion, il sait tout, il est capable de tout sauf de sortir le train d'atterrissage. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, ça peut être gênant. Donc il y a eu cette critique Oui, globale, bien sûr. mais cette critique qui venait souvent des milieux éducatifs classiques. Parce qu'il faut bien dire que cette façon d'aborder les choses remettait pas mal en cause leur propre Mm, mode de fonctionnement et mode de production de programmes. mm, Alors, il y a eu un... Bon, j'en parle comme ça, c'est pas vraiment anecdotique. Le groupe BSN, qui est devenu Danone plus tard, a été le premier, et à ma connaissance le seul, à créer ce qu'ils ont appelé des SOF. Les SOF, c'était les services, organisation, formation. d'accord. Et je crois qu'il s'appelait Donadieu, le DRH du groupe à l'époque. Il avait bien compris que la logique de la formation n'avait de sens que par rapport à l'application de cette formation dans la réalité, et qu'il fallait donc qu'il y ait dans les usines des services capables de gérer en même temps l'apprentissage des adultes, hein, je Mm, parle, mm, bien sûr. les conditions de la mise en œuvre de cet apprentissage. Mm, Donc ça touchait à mm. l'organisation du travail. Très bien. Mm, Forcément. mm, Donc les SOF ont duré longtemps, et puis peut-être qu'on en reparlera plus tard. La question, toutes ces approches-là ont été plus ou moins évacuées par le fait que progressivement les processus se sont mis à s'informatiser mm, de façon extrêmement forte, et donc du coup que c'est devenu du top-down. mm. Et que l'idée de travailler localement dans des ateliers pour trouver les meilleures solutions, etc., est devenue de plus en plus contrainte par rapport à des systèmes qui s'imposaient du Mm. sommet. Et ça, c'est toujours vrai, et c'est même de plus en plus vrai. Donc, c'était perçu, tu me dis si je me trompe, par le fait de verrouiller la formation, donc de faire de la formation d'en haut, ou pas? Les softs, ah non, 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 justement, en dehors des softs, qui eux étaient des mise en c'est-à-dire application. qu'à partir du moment où on donne aux travailleurs une certaine capacité d'auto-organisation avec les managers de proximité qui les aident à le faire, bon, dans un but de productivité et puis Bien aussi de sûr. valorisation des efforts qui sont faits en matière de formation, bon, ben, c'est vrai que si tout d'un coup tombent des instructions, des procédures à respecter et qui sont du travail contraint Mm, sans possibilité d'autonomie, ça rend plus difficile sur le terrain des choses d'adaptation, quoi. bien sûr. Oui, bon. Alors là, on arrive dans les années 70, et la notion de compétence commence à être à apparaître. Mm, Alors on traduit le mot anglais skills, mm, que les Québécois traduisent plutôt par habileté, mm, mm, hein. Mais alors, moi, je suis pas vraiment un historien, hein, mais mm, à ma connaissance, le mot, il apparaît avec Dominique Thierry, qui sort en 85 son bouquin qui s'appelle La gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, aux éditions de la FNEJ. Et alors, Dominique Thierry, c'est pas du tout un formateur, c'est un, je sais pas, il est plutôt ingénieur, ou je sais pas trop quelle formation il a. En tout cas, il n'est pas formateur. mm, Et lui, il a une logique, en gros, de comment faire face aux reconversions en gérant les compétences des gens. mm, Enfin, en gérant les compétences des gens. En ayant la possibilité d'anticiper des changements qui vont survenir et de préparer les gens de façon à ce qu'ils soient pas, on n'arrive pas au dernier moment quand mm, il s'agit de les reconvertir en masse avec de grandes difficultés. C'est ça son raisonnement. mm. Bon. C'est Et bien, parce que c'est une bonne idée sur le ah bah, papier. Mm, c'est une mm, excellente idée, bien sûr. Euh, alors, le problème, d'ailleurs, lui-même s'en plaignait, c'est que il a été amené à travailler beaucoup, parce que c'était la même époque sur la reconversion dans le textile, mm. dans lequel, en gros, c'était quand même bien des reconversions à chaud qu'il fallait faire, donc Ouais. des reclassements, beaucoup plus que de la gestion anticipatrice à Mm, caractère stratégique, mm, hein. Mais la logique de la gestion des emplois et des compétences, c'est bien une logique anticipatrice, mm. hein.
Je m'attends à Mais ce que... c'est pas un peu difficile avec les partenaires sociaux d'anticiper des changements? Est-ce qu'ils n'ont pas plutôt l'habitude de dire on fait comme d'habitude? Bah, après c'est une question de dialogue et de conviction, mais je pense que là, il y a eu quelque chose qui n'a pas bien été compris. Enfin, faut pas généraliser, parce qu'il y a toujours des exceptions. Il y a des gens qui ont très bien travaillé sur ces Bien sûr. questions-là. Il y a quand même eu une grande difficulté à rentrer dans le champ d'une logique purement stratégique. Oui. Quelles sont les Mm, mm, compétences dont l'entreprise a besoin demain pour les marchés de demain? mm. Et la question, elle se pose toujours aujourd'hui. Bien On sûr. voit bien avec l'IA, Ah oui. Mm, bah, on est complètement dominé par les Américains, mm, bon, alors que ça fait un moment que on sait que l'IA va exister, hein. mm. Complètement. Donc, cette logique d'anticipation, elle est extrêmement forte, mais de fait, la GPEC a quand même été un peu tirée vers la reconversion et, à chaud, quoi, Mm. hein, Ouais. Donc il n'y a pas la partie prévisionnelle, quoi. ou vers une espèce d'hyper-bureaucratie, mais ça, on va y revenir. Mm. Alors, bon, là, je me situe un peu à l'extérieur. Maintenant, je vais parler de ma propre expérience. Mm. Tu vois, on a le temps, hein? Oui, on a le temps, on a encore 40 minutes. Bon. Alors, bon, moi, j'y ai fait allusion tout à l'heure. Moi, je suis lorrain. Et bon, les questions de reconversion en Lorraine, elles étaient très fortes. Donc, Mm. comme je travaillais dans l'équipe de Bertrand Schwartz, j'ai peu travaillé sur les questions de reconversion en Lorraine, mais mon premier emploi, c'était au QCES, hein, qui était la structure que dirigeait Bertrand Schwartz, D'accord. Mm. à Nancy, c'était de travailler sur les conditions de la reconversion. Quelles sont les conditions? Qu'est-ce qui favorise les Mm. reconversions? Après, je suis plutôt travaillé sur les formations en entreprise. Mais à l'époque, j'ai travaillé là-dessus. Il y Mm. avait tout un ensemble de travaux. Il y avait des travaux, notamment méthodologiques, sur comment analyser les besoins de formation des emplois par un collègue qui s'appelait Jean-Marie Chariot, qui a fait des choses tout à fait intéressantes sur cette question-là, euh, à partir, en sortant d'une analyse qui pouvait ressembler à de l'analyse de poste, Mm. pour réfléchir vraiment de façon beaucoup plus globale sur des emplois beaucoup plus riches en contenu. Et ça, on verra que c'est un sujet qui reste tout à fait d'actualité. Bon, alors ça, moi, j'ai baigné là-dedans. Mais alors, j'ai aussi baigné dans des opérations de transfert de technologie. Parce C'est-à-dire? que- alors, bon, d'abord, j'ai fait mon service militaire comme VSNE, c'est-à-dire Mm. volontaire du service national à l'étranger, en Algérie, et en travaillant sur la mise en place de la sidérurgie algérienne. Mm. Et à Annaba, dans l'Est algérien. Alors, il se posait des questions tout de suite. Bon, très bien. Alors, les Algériens avaient commandé le haut fourneau aux Français, l'acierie aux Soviétiques. Enfin, il y avait, pour diversifier, pour pas dépendre d'un seul. C'était un peu compliqué. Mais bon, moi, j'ai travaillé dans un centre qui s'appelait le CITAM. C'était le centre qui formait les techniciens et les agents de maîtrise. Bon, la question, c'était qu'est-ce qu'on fait? On transfère de la technologie, c'est-à-dire le savoir-faire, enfin le matériel, quoi, Mm. au fourneau, le laminoir, on y touchait un peu moins. Les laminoirs, c'était les Italiens, c'était pour une histoire de diversifier encore. Mm. Mm. Et bon, la question, c'est qu'est-ce qu'on fait? On prend l'organigramme qui fonctionne en France Ouais. ou en Union soviétique, on le transfère et on met des Algériens. Mm. Ça peut pas marcher. Mais ouais, bien sûr. Ça peut pas marcher parce que en France, l'organigramme tel qu'il est, il est le résultat de toute une culture. Il est peuplé, l'organigramme, de gens qui ont une histoire industrielle, qui ont une formation, etc. Vous vous transférez dans un pays en voie de développement. Moi, j'ai vu ça aussi au Qatar ou dans d'autres pays. Ben, il n'y en a pas. Mm. Il n'y a pas cette culture. Et est-ce que Euh, ça veut dire qu'on ne peut pas la créer, la culture? ben, on peut la créer, mais pas comme ça.
Ouais, exactement. Hein? Bah, pas comme ça. Ouais, Surtout que bon, l'Algérie, c'est un cas particulier, parce qu'en plus, pendant la guerre d'indépendance, le FLN avait donné l'ordre aux étudiants de quitter les écoles pour rejoindre la résistance. oui, mm, Donc il y avait très peu mm, de cadres qualifiés, puis des agents de maîtrise ou des techniciens qualifiés algériens. On a essayé d'en faire venir de France, mais il n'y en a pas beaucoup qui avaient envie de venir. Enfin, il y en a qui sont venus quand même. Alors, vous voyez, la question c'est ça. Alors, par exemple, on avait créé un poste de contremaître adjoint mm, qui n'a aucune justification économique. mm, Mais le poste, les postes, en plus, les Algériens, après la guerre d'indépendance, ils n'avaient pas envie d'avoir des Français pour chef, hein. mm, Bon. Ou des Russes, hein. mm, mm, Et donc, l'idée, c'était, il y a eu des discussions passionnantes là-dessus. On prend des Français mm, compétents pour un contrat de, je sais plus, 2 ans, 3 ans, quelque chose comme ça, avec un rôle central qui est vous formez votre adjoint exactement. algérien. Mm, Donc, en fait, on alourdissait l'organigramme avec une fonction hiérarchique qui n'avait pas de vraie justification, autre que pédagogique. mm, Donc, il y avait bien une interaction entre la formation, parce que ces gens étaient formés par ailleurs, puis ils faisaient des stages pratiques, etc. Mais entre la formation et une certaine organisation du travail qui rendait les choses possibles. mm, Bon. Donc, de travailler là-dessus, c'était intéressant. Puis alors, pour moi, l'expérience vraiment la plus intéressante, c'était dans les années 70, quand en tant que j'étais consultant toujours au QCES, hein, mm, on a été appelé par les aciéries d'Infi. d'accord. Infi, ça se trouve à côté de Nevers, une quinzaine de kilomètres de Nevers, et c'est une petite aciérie enfin petite, non, une aciérie, mais qui est spécialisée dans les aciers spéciaux de pointe, des choses assez sophistiquées. Alors, quelle était la situation? Il y avait beaucoup de choses. Mais enfin, je me sens sur l'aciérie. Il n'y avait pas Très qu'une bien. aciérie, mais je me sens sur l'aciérie. Bon, il y avait des grèves à répétition. Il y avait une productivité faible. Il y avait des tensions sociales fortes. Alors, les grèves étaient l'extrême, hein. Mm, Et puis, quand on regardait de près, on voyait qu'en fait, les organigrammes étaient tels que les gars, ils étaient complètement coincés. D'abord, quand il y en avait un absent, personne ne pouvait le remplacer. mm, Et ensuite, du point de vue de la carrière, dans les logiques de classification parodie de lui-même, mm, enfin de lui-même, lui-même avait justement, ça facilitait les choses, avait renégocié ses classifications de façon beaucoup plus souple à l'époque, ce qui a permis des évolutions qui auraient été plus difficiles avant. Donc en fait, c'était coincé comme ça, mm, quoi. mm, Donc bien sûr. ça ne pouvait pas durer. Alors là, la direction de l'usine, il y avait un certain nombre de gens remarquables dans cette usine ils ont organisé des réunions un peu. Ben, Mm, on va discuter. Alors, juste une anecdote. Alors, elle est très bien racontée. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas ce livre, je leur conseille le livre de Guy Gênes, qui est Guy Gênes, J-A-Y-N-E, qui est, tu le vois là? Oui, je mettrai les. Alors, je le vois pas parce que ça brille, mais je mettrai Ouais. les références Euh, dans les notes de l'émission. voilà. Alors, le livre s'appelle Organisation et logique compétence. Compétence. Alors, Guy Gênes était ingénieur, un FI, et il a fait toute sa carrière comme ingénieur de production, et puis après, il a pris des responsabilités plus importantes dans le groupe Usinor, et il a aussi une formation en sciences sociales. Donc, il a cette espèce de Mm, double mm, formation, et il a une très, très bonne analyse des choses. Moi, je recommande vraiment ce bouquin. Pour moi, c'est un des mm, meilleurs sur la compétence, hein, d'accord. Mm, et de loin, hein, mm, parce qu'il y a beaucoup de trucs. Bon. Et donc, bah, ils ont réuni, et puis, alors il y a un type qui était particulièrement pas content, c'était le pocheur. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un ouais, pocheur? C'est le type qui manœuvre le pont roulant
hein. Alors, en gros, il fait passer, je ne sais pas combien de tonnes d'acier en fusion au-dessus de la tête des autres. Il est dans son pont, etc. Et il a une responsabilité importante s'il fait des erreurs, mais il est coincé là-haut. Ouais, ouais. Et alors, on lui demande, c'est quoi ton métier? Il dit, je suis pocheur. Mm. Alors les autres se marrent. Ils disent, tu dis ça à ta femme que t'es pocheur? Mm, Il mm, commence mm. à rigoler, pocheron. Mm, 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 Et le type dit oui, mais c'est bien ce que je fais, puis c'est bien mm. le rôle que vous m'avez donné. Donc ça s'appelle comme ça, hein. C'est vrai que les intitulés. Moi, quand j'étais étudiant, j'ai travaillé en usine à un moment en été et j'étais ramasseur de fonds. Mm. C'est-à-dire, je faisais des couvercles de boîtes, les boîtes de Sococel. Maintenant, c'est du plastique, mais à l'époque, Ouais. c'était du Mm, métal. mm. On faisait des couvercles de boîtes des fonds de D'accord. boîtes, Ouais, ouais. voilà, à la presse, hein. Mm, mm, Et j'étais ramasseur de fonds. mm. C'est pas un métier, ça, Ouais, mais c'est un poste. bien sûr, exactement. Mm. Voilà. Alors, c'est la confusion Ouais, entre ouais. emploi, poste, Mm, compétences, tout ça, mm. qui crée beaucoup de difficultés. Alors, dans ce cas-là, c'est tout à fait intéressant. Gênes le raconte dans son bouquin quel intérêt il a des approches théoriques et conceptuelles, méthodologiques, mais il raconte toujours des exemples. Très bien. Donc c'est pour ça que c'est Mm, particulièrement intéressant. Et là, au bout d'un moment, ben, tout le monde s'est mis à dire, mais finalement, que t'es quoi? T'es assiériste? On est tous assiéristes. mm, Parce que notre responsabilité commune, c'est pas d'être pocheur ou mm, couleur ou hein, c'est de faire de l'acier de bonne qualité, conforme aux exigences du client et dans les délais voulus. C'est mm. ça notre métier. Donc ça s'appelle être aciériste. Et alors finalement, à partir de là, s'est mise en place toute une dynamique que je n'ai pas le temps de raconter dans le détail, mais qui en gros consistait à développer une certaine polyvalence, à laisser à l'atelier, sous la responsabilité de l'encadrement, une certaine latitude dans l'organisation, Mm. en confiant à chacun ce qu'il voulait, parce que tout le monde n'était pas unanimement Mm. partant, hein, euh, la responsabilité de former les autres dans des périodes de polyvalence, montrer comment on travaille, etc. Et au bout d'un an, il y avait quasiment plus de grève, il y avait des gains de productivité, il y avait un climat bien Mm. meilleur, etc. Mm. Et Gênes estime que ça a sauvé la Syrie pour 15 ans. Mm. Bon, après, il y a eu d'autres changements, Bien sûr. la restructuration de la sidérurgie, mais qui n'étaient pas liés à ça. Mais c'est intéressant dans ces grandes périodes de restructuration de donner des latitudes pour pas que ça parte dans une bureaucratie, quoi. Oui, bah, absolument, Mm, oui. mm, Mais donc là, c'était l'idée, c'est ta compétence, mm, hein. On n'utilisait pas encore beaucoup le mot dans les années 70, mais ta mm, compétence, c'est pas d'être pocheur, mm, mm, mais c'est celle qu'on t'a confiée jusque-là. mm. Mais en accord avec tout le monde, parce que le dialogue social est important, ben on va ouvrir les possibilités d'activité, etc. Et ça a donné des résultats tout à fait remarquables. Et en 91, donc pratiquement 20 ans plus tard, ça s'est traduit dans l'accord qui a été signé dans la sidérurgie, dont on a beaucoup parlé, qui est l'accord ACAP 2000, hein. A, ça voulait dire acier, et CAP, ça voulait dire conduite des activités professionnelles. D'accord. Et en gros, la logique de cet accord, il y avait toute une dimension emploi sur notamment que faire quand on doit fermer des sites, sur la reconversion, etc. Mais il y avait toute une logique aussi d'introduire euh, la, la- la possibilité d'évoluer, non pas quand un poste de qualification supérieure se libérait, parce que ça, on risquait d'attendre longtemps, Mm, mm, mais en fonction des compétences qu'on avait, mm, qu'on acquérait. Et mm, pour ça, il fallait évidemment que l'encadrement crée les conditions pour que les personnes puissent acquérir des compétences au-delà d'un poste limité. mm. Ce qui fait que ça a fait complètement modifier l'organisation du travail et les relations entre les gens. Et ça a permis aux gens de développer des compétences qu'ils n'avaient pas, et ça leur a donné
éventuellement des possibilités de reconversion qu'ils n'avaient pas. Par exemple, en acquérant des compétences de maintenance de premier niveau, en acquérant des compétences de contrôle qualité, qu'ils n'avaient pas avant, parce que c'était mm, des spécialistes qui faisaient ça. mm, Et donc tout ça, ça leur a donné des possibilités d'évoluer tout à fait ouais, mm, différemment en salaire, en rémunération et en considération, par mm, ailleurs. Hein. Donc ça, c'est quand même, pour moi, ça a été une expérience très importante. Vous mm, voyez, ça date des années 70. ouais, exactement. Alors ça ne me rajeunit pas, mais Mais ça reste encore ouais. quelque chose de tout à fait... Est-ce que le mot compétence n'est pas apparu dans les années 80 avec, par exemple, ce que le CNPF à l'époque appelait objectif compétence? Ah ben c'était plus tard. Ben, le mot, il est apparu, je l'ai dit tout à l'heure, je pense que c'est Dominique Thierry qui l'a Oui, utilisé absolument. en 85. Alors, oui, mais Non, entre la objectif socialisation. compétence du MEDEF, c'était encore le CNPF, D'accord. c'était 98. 98. Ok. Ouais. Je voulais en reparler justement. Mm, Alors voilà, donc, ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué. Le bouquin de Leboterf, c'est 94. Enfin, mm, celui sur la compétence, attracteur étrange. mm, Hein. Bon, après, il a beaucoup écrit sur la bien compétence, sûr. Leboterf, mais son livre un peu de référence, Mm, c'est celui-là. Hein. 94. d'accord. C'est c'est 20 ans après. Hein. Mm, mm, Et bon. Alors, je reviens un peu à mon expérience. Autre chose, un voyage aux États-Unis en 80, fin 91, où j'ai l'occasion, c'est un- un learning trip, comme on dit maintenant. mm, Donc, j'ai l'occasion de visiter tout un ensemble d'entreprises. Bon. Et parmi ces entreprises, il y a Sun, qui est un... Sun, c'est une entreprise informatique qui fait des sessions de travail. C'est eux qui ont inventé Java, le mm. langage Java, etc. Bon, depuis, je crois qu'ils ont été Acheter. rachetés par je sais pas quoi, Mm, etc. Mais enfin, voilà. Alors, et là, je rencontre le patron, le créateur, Scott McNealy. mm, Alors, alors j'apprends deux choses. D'abord que Sun, ça veut dire soleil, mais ça mm. veut dire Stanford University Network. D'accord. Mm, 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 Et là, je comprends qu'en Californie, il y a une espèce de réseau entre l'université, la recherche, la création d'entreprises, le financement, les banques, qui est tout à fait exceptionnel et qui donne ce tissu qu'on n'a pas nous ici, mm, hein, toujours. Hein. clairement. Alors, bon, ça c'est Sun. Et puis alors, McNeely, moi je lui dis, mais qu'est-ce qui est vraiment important pour vous? Il me dit, les compétences. Alors, il me dit, competencies, Mm, pas skills. Hein. mm, mm, Alors, c'est core competencies. Alors, c'est des compétences, on pourrait dire les compétences du cœur mm, de l'entreprise. Ce qu'on a traduit en français après, plus ou moins, par compétences stratégiques. Il dit, moi, mon boulot, essentiel, c'est de m'assurer qu'on a toujours des savoir-faire en avant enfin, différenciants par rapport à nos concurrents. Il faut qu'on soit en avant. mm, Le reste, le fric, le machin, etc., on trouve des solutions. Mais moi, mon boulot, c'est de m'assurer qu'on est toujours en pointe dans ce domaine. Bon. Alors là, je retrouve cette logique stratégique que mm, j'évoquais tout à l'heure avec Thierry, hein, mm, d'une certaine façon, avec d'autres mots. Et là, il y a toute une littérature américaine que je découvre, que je ne connaissais pas, notamment Gary Hamel mm, et Prahlad, j'ai oublié son prénom, il a un prénom indien compliqué, qui ont justement écrit des choses sur les core competencies. mm, mm, Alors Hamel, après, il s'est un peu déconsidéré parce il a dit beaucoup de bien de comme cette entreprise-là qui a fait faillite en 24 heures. Là, enfin, il s'est engagé un peu rapidement. Là, mm. cette D'accord, entreprise ça arrive. Hein. qui était une entreprise de référence, qui était toujours citée, puis qui s'est effondrée, qui était dans la gestion de l'énergie. Mm, Bon, enfin, ça me reviendra peut-être. mm, Mais voilà. Donc, euh, cette, donc, toute cette logique m'a renforcé, encore une fois, sur le bien sûr. fait que ce qui était intéressant, c'était pas de parler des compétences du point de vue du formateur, Mm, mm, c'est de parler du compétence du point de vue de qu'est-ce qui crée de la valeur ouais, très bien. Mm, ou qu'est-ce qui crée un risque. C'est mm, pour ça que plus tard, moi, dans les chantiers que j'ai pu faire
en entreprise, j'ai toujours distingué les compétences dites stratégiques, c'est-à-dire qu'est-ce qui peut avoir à l'avenir, Mm. les compétences, les risques, enfin, les compétences sensibles, comme on dit quelquefois, c'est-à-dire Mm. celles des gens qui risquaient de ne pas pouvoir suivre, et puis le reste, c'est la gestion des ressources humaines classique. Mais dans un monde, quand on était dans les années 80, ça commençait à bouger déjà, mais quand on est dans un monde où aujourd'hui ça bouge très très vite, et Ouais. tu citais les entreprises qui disparaissent quasiment du jour au lendemain, euh, qu'est-ce qui est stratégique comme compétence? C'est pas Ah, facile à trouver. ah ben non, ben c'est pour ça qu'on les paye, les dirigeants, hein. Exactement. Ouais. Non, mais c'est bien de le dire, hein, c'est vrai. Bah, normalement, oui. Mm. On voit bien. Euh, bon, par exemple, on a vu l'an dernier, là, ce problème EDF, hein, avec les problèmes des soudeurs. Mm. Exactement. Mm. Bon, alors il faut reconnaître à EDF le fait que, comme le gouvernement a fait du stop and go sur le nombre de centrales ou pas de nombre de centrales, Mm. on les ouvre, on les ferme, etc. Donc c'est vrai que c'était extrêmement compliqué d'avoir une prévision. Mais enfin, alors qu'ils avaient un système de gestion des emplois et des compétences formalisé, Exactement. assez bien Très développé. construit, en même temps, ils n'ont pas vu le coup arriver. Mm, mm. Exactement. Mm. Il a fallu qu'il fasse venir des soudeurs du monde entier, d'Amérique du Nord, etc. Hein. Mm. Donc c'est vrai que c'est pas facile. Aujourd'hui, puisqu'on parle de ça, bon, on voit bien l'IA. Quelles sont les conséquences de Mm. l'IA? Hein. Mm. Euh, bon, En général, on utilise l'IA en dehors des compétences métiers parce qu'on ne sait pas comment réintégrer l'IA avec le métier. Donc, on ne sait pas quoi en faire, en fait. Donc, ouais, mais il va falloir apprendre. Hein. voilà, exactement. Il Tout va à fait. falloir apprendre. Enfin, en tout cas, ce qui est certain, c'est que je pense qu'en France ou en Europe, de façon plus générale, on avait des savoir-faire là-dessus. Mm. Et puis, on s'est laissé complètement distancer par les Américains qui, Mm. aujourd'hui, enfin, certains Américains en sont à donner des leçons aux chefs d'État européens. Hein. Mm. Et d'ailleurs, en termes de compétences, ils reconnaissent la compétence française, puisque quand on a des gens compétents, les États-Unis sont des aspirateurs à compétences, parce qu'en France, sur l'IA, on avait encore des belles écoles, des choses comme ça, hein. Ouais, Yann ouais, LeCunff, par exemple, qui était toute la réflexion de Facebook, de Meta, dans ces cas-là, c'est un Français qui s'occupait de l'innovation. ouais, 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 bien sûr. Non, mais il y a des compétences individuelles. La question, c'est la capacité de notre système, de notre pays, ou en Europe, de façon générale, à valoriser ça et à le transformer en valeur. Mm. Hein. Exactement. Mais pas seulement en valeur boursière, hein, en Mm. valeur sociale aussi. Mm. Et tu dirais, parce que l'émission approche, la fin de l'émission approche, tu dirais qu'aujourd'hui, on parle de plus en plus de soft skills, Ouais, autrement dit ouais, par ouais, rapport aux hard skills, où il y avait des ouais. compétences en disant on sait faire ça. Maintenant, Mm. on a plutôt quelque chose d'un peu plus flottant. Oui, alors, euh, bon, parlons effectivement de l'actualité, ou à peu près. Tu évoquais quand même, c'était important, hein, le MEDEF, là. Hein. Mm. Tu connais ce coffret, là? C'est toutes les productions qui ont été sorties en 98. Il y a eu quand même une étude faite par, Oui, c'était encore le CNPF, Mm. sous la direction d'Alain Dumont et d'Yves Lichtenberger à Oui, l'époque, absolument. qui a été tout à fait considérable. Alors après, ils ont un peu Important. laissé tomber, enfin, avec le Mm. changement quand Sellière est parti. Mm. Enfin, Dumont est d'abord parti sous diverses pressions, et puis ensuite Sellière est parti. Mais il y a eu un travail tout à fait remarquable, y compris Mm. d'analyse. Moi j'ai participé à l'analyse des pratiques d'autres pays. Mm. Hein. Il y avait, je crois, une dizaine de pays en Europe qui ont été étudiés. C'était assez frappant de voir qu'en France, les exemples donnés étaient très centrés sur la méthodologie, comment faire des grilles, comment faire des Mm. évaluations. Et dans les autres pays, c'était beaucoup des récits stratégiques d'entreprises qui avaient travaillé sur les compétences. Mm. C'est-à-dire que je pense qu'il y a une idiosyncrasie française, Mm. une Mm. capacité Mm. à se centrer sur les outils plus que sur la forme. Alors, je reviens à la période contemporaine. Alors, il y a eu un développement de la GPEC par toutes sortes de raisons, y compris Mm. des raisons légales d'ailleurs, hein, Oui, puisqu'il y a une loi. parce qu'il y a une loi. Alors, dans la pratique, il y a des exemples notables. Hein.
des contre-exemples notables. Mais quand même, ça a beaucoup été abordé dans un silo RH formation. Mm. Beaucoup plus que dans une logique management global stratégique. Bon, alors, Et donc, pour toi, c'est une critique. bah oui. Oui, c'est ça. Oui. Bah, bon, Ouais. moi, j'ai été DRH à Solac pendant 5 ans. S'il n'y avait pas eu Francis Maire comme Mm. patron, tout ce que je peux savoir et tous les gens compétents dans l'équipe RH, et Dieu sait s'il y en avait, si Francis Maire, le président, n'avait pas dit c'est ça qu'il faut, Mm. ça ne serait jamais fait. Jamais. Ouais, bien sûr. Jamais. Bon, comme ça ne s'est pas fait ailleurs. Mm. Voilà. Moi, je Absolument. ne connais pas d'expérience en entreprise, hein. Au niveau de l'emploi en général, c'est différent. Mais je ne connais pas d'exemple qui ait marché s'il n'y a pas un appui fort et soutenu du patron. Oui, c'est clair. Voilà, ben, Mm. il y a d'autres exemples, hein. Alors, donc du coup, on a vu se développer des choses où, au lieu de raisonner globalement emploi et anticipation, on a, on a fait de l'analyse de poste améliorée. Mm. Et beaucoup de référentiels de compétences, d'emploi, en réalité, sont souvent des référentiels de postes, Mm. plus ou moins élargis, hein. Bon, mais je parle en entreprise, hein. Bien sûr. Bon, donc, alors que la notion de compétence repose, implique le fait qu'on aille au-delà du poste, Mm. Bien sûr. Pour hein, anticiper. Absolument. pour anticiper, puis pour évoluer, puis pour Mm. être capable d'être mobile, et puis pour être Mm. employable. Alors ça, c'est le deuxième point, c'est entre ces périodes-là, comme on ne sait pas anticiper, ben, on va responsabiliser les gens. Mm. Ouais, c'est ça. Moi, Finalement, je ne c'est sais pas le faire, tu le fais toi. ouais, non, mais bon, Hein. Mm. les deux sont vrais, mais c'est pas l'un Bien ou sûr. l'autre, quoi. Mm. Mm. Donc, on a Exactement. responsabilisé les gens, donc on a dit qu'il faut développer l'employabilité. Mm. Alors là, on a fait des stages pour développer l'employabilité. Et on a créé le CIF pour que les gens soient Mm. autonomes. Plus tard, évidemment, le CPF. Mm. Bon, c'est là que le Boterf a sorti sa notion de navigation. Mm. C'est C'est quoi la c'est- notion de navigation de Loboterf? Bah, c'est le fait que l'individu ou son environnement, l'entreprise, ben, doit pouvoir évoluer en fonction des compétences, hein. C'est un peu comme des dominos, quoi. J'ai des compétences, mais elles peuvent se recouper avec d'autres, et puis ça peut me permettre de bouger, puis je peux Mm. naviguer comme ça pour progresser, hein. Bon, donc c'est un concept tout à fait intéressant, mais bon, voilà, donc je constate que du coup, c'est à l'individu Mm. de gérer son truc, ce qui n'est pas faux, parce que je pense que toi et moi et les auditeurs, ils gèrent autant que possible leur propre carrière sans attendre qu'on la gère à leur place. Mm. Donc c'est vrai, mais tout le monde d'abord n'a pas forcément la Mm. capacité de le faire, et puis Exactement. ensuite il faut avoir quelques messages sur vers quoi il serait bon de se diriger, hein. Exactement. Ouais. Mm. Alors, il y a eu aussi dans toute cette période le développement de la notion d'organisation qualifiante, de Mm. l'organisation apprenante. Ouais. Alors ça, c'est les Américains encore, Mm. c'est Sensei, puis les Japonais aussi, beaucoup, Mm. Donaka. Bon, alors, et l'Europe a créé la notion d'entreprise formatrice, Mm. hein. C'est une catégorie dans les études européennes, c'est l'entreprise formatrice. Donc on mesure D'accord. régulièrement si les entreprises des différents pays sont formatrices ou pas. D'accord. Bon, on Ok. pourrait rentrer dans le Mm. détail, Mm. mais on n'a pas le temps, je pense. Bon. Mais tout ça, c'est. Alors, c'est intéressant parce que l'organisation apprenante, c'est vraiment une question de stratégie Ouais. et de management. Mm. C'est comment apprendre plus vite que les concurrents, en fait, Mm. hein, Mm. pour être meilleur qu'eux. Et ça a été ramené, rabattu sur l'organisation qualifiante, c'est un peu ça. Ben, finalement, c'est dans l'organisation comment faire en sorte que les gens apprennent quelque chose. C'est pas Mm. du tout pareil. Ouais, exactement. Mm. C'est pas du tout. Donc ça a un peu ramené à la question de la formation. Mm. Alors, il y a eu dans cette même période, mais ça j'en ai déjà parlé, mais aujourd'hui ça devient tout à fait euh, essentiel, c'est la montée des systèmes informatiques qui automatisent des processus, Mm. etc. Donc le lean management, et puis bon, tout ça. Donc du coup, Mm. Mm. ça crée des processus contraints dans lesquels les gens ont du mal à trouver des opportunités d'évoluer, hein. Alors Mm. j'ai beaucoup parlé de l'industrie, mais c'est vrai aussi dans les services. Bien sûr.
Bon, tu l'as dit tout à l'heure, l'économie est de moins en moins prévisible. Bon, la loi de 2014, c'est intéressant aussi, a introduit une nouvelle définition de la formation. Hein. Mm, Tout le monde sait ça. Parcours pédagogique permettant d'atteindre un objectif professionnel. mm, Donc, l'action de formation, c'est ça. C'est pas forcément 15 personnes dans une salle ou mm, 15 personnes derrière un ordinateur en train de faire du e-learning. C'est un objectif professionnel. Donc, un objectif de compétence, puisque la mm. compétence, finalement, le fait de mettre en œuvre transforme le savoir en compétence, Ouais, puisque la compétence exactement. se voit en situation de travail. Bon, alors, cette définition, elle est porteuse. Moi, Mm, il y a eu un certain nombre de choses qui sont sorties de ça, la FEST. oui, Hein, moi, absolument. j'ai fait partie du comité que le DGFP avait, enfin, un groupe d'experts qui devait étudier les expériences avant de sortir le FEST. Mhm, C'était intéressant de voir qu'il y avait effectivement des démarches à FEST qui avaient bien compris ça, et puis d'autres qui reproduisaient sous l'étiquette à FEST mm, des choses qui est tout à fait classiques parce que c'était à la mode, quoi. Hein. C'est mm. toujours vrai, hein. Bien sûr, ouais, bien sûr. Vous avez compris, c'est toujours vrai. Et c'est pour ça que certaines entreprises disent la fesse, ça m'intéresse pas, alors qu'il y en a Mm. d'autres qui disent c'est génial, Oui, avec le même outil, absolument. quoi. Absolument. Absolument. Mais ça, c'est la question du silo. Oui, absolument, c'est ça. Parce que pour avoir le droit de s'occuper de compétences, il faut avoir accès à l'organisation du travail Mm, et à l'organisation du management. Si on a affaire qu'à une partie, mm, bon, on fait un métier respectable, c'est pas la question, bien mais sûr. on passe à côté. Mm, On passe à côté. Sauf que le système tel qu'il est, malgré la loi de 2014, continue à financer surtout des actions de formation au sens étroit du terme. mm, Voilà. Parce que dès l'instant où tu dis, ah oui, mais il faut de l'amont pour étudier la situation, et puis il faut de l'aval pour faire le suivi, ça devient de plus en plus compliqué en termes de financement. mm, Et en termes de compréhension, mm. d'ailleurs, par les différents intervenants. Alors, je voulais juste citer, parce que moi j'aime bien cette réflexion sur le plan conceptuel. Je pense qu'il y a des gens comme Philippe Carré a beaucoup fait évoluer, enfin, a Mm, bien fait évoluer une certaine réflexion sur ce qu'il appelle l'écosystème de la formation, mm, c'est-à-dire les conditions dans lesquelles elle peut réussir, hein. ouais, mm. Ce que Sauven-Fernagu appelle l'environnement capacitant. D'accord. Ouais, Donc, bon, là, on n'a pas le temps de détailler, mais je pense non. que c'est des notions qui mériteraient Mm, de sortir de l'université de Nanterre, quoi, oui, pour toucher, ouais, non, c'est vrai. ouais, pour toucher davantage les entreprises. Oui, absolument. Ouais. Alors, je vais, Allez, il reste- si on arrive à la fin, parce qu'il nous reste encore quelques minutes, ouais. finalement, tu dis, c'est quoi l'avenir de la compétence? Il y en a certains qui disent, allez, arrêtons avec tout ça, c'est de la bureaucratie, libérons les entreprises. Et puis, et d'autres se disent, ben non, au contraire, il faut faire évoluer le concept pour en faire quelque chose. Alors, libérons les entreprises. Les entreprises, elles ont toujours besoin de produire, Ouais. d'avoir des clients, de gagner de l'argent, voilà, Mm, de se développer. mm, Bon, et pour ça, elles ont besoin de compétences. exactement. Alors que ça ne prenne pas des formes bureaucratiques, oui, Mm, mais elles ont besoin de compétences. ouais, Donc, on appelle ça comme on veut. mm. Si le mot est plus à la mode, c'est du marketing, alors. Il y en Mais a qui préfèrent le mot talent, parce que c'est moins connoté, en disant, ouais, il faut développer des talents. Ça reste des ouais, compétences. moi, je trouve que c'est une démagogie. Mm. C'est-à-dire, on change les mots pour pas changer les choses. Bah non, mais je suis allé au supermarché ce matin. Est-ce que la caissière a du talent? Non, mais Oui, non, mais c'est vrai. bon, non, Elle a peut-être le talent de l'accueil. oui, oui, non, mais elle a la compétence. Oui, absolument, c'est ça. Mm. Ouais, ouais. Mm. Moi, j'ai essayé quand même, parce que après, j'ai créé mon propre cabinet, hein. J'ai quand même fonctionné 15 ans avec mon propre cabinet Mm. sous mon nom. Et j'avais développé moi, tout un modèle que j'avais appelé le modèle AMC. Ça voulait dire aide au management des compétences. Mm. Accessoirement, c'était Alain Maignan, consultant. Ouais, très bien. Et c'était un modèle qui se voulait entièrement stratégique. Euh, enfin, qui se voulait stratégique. C'est en gros, il y avait eu des travaux à la FNEJ par Madame Afriga qui allait un peu dans ce sens-là. Elle avait fait une analyse de ce qui avait été produit par les branches professionnelles. Mm. Et je ne sais pas si j'ai le temps, mais en gros, il s'agissait de dire, euh, au lieu d'avoir une description des compétences
par emploi qui n'est jamais qu'un poste amélioré, Mm. on va réfléchir, on va décrire les compétences dont on a besoin, de toute façon, sans les attribuer. Oui, très bien. Donc j'appelais ça la bibliothèque de compétences. Mm. Bon. Et quand on va effectivement créer un emploi, on va voir quelles sont les compétences qu'on va aller chercher dans la bibliothèque, qu'on va associer à l'emploi en question. Comme ça, on ne s'enferme pas dans Oui, l'organisation. très bien. Bon, j'avais travaillé avec la branche des professionnels de la propreté, par exemple, c'était tout à fait évident, parce qu'ils voulaient un référentiel de compétences de branche, entre une grosse société du genre honnête qui doit Mm. faire, je sais pas, 20 ou 30 000 personnes, je sais pas, et puis le- le- l'entreprise du coin, du Mm. quartier, Mm. quel sens ça a d'avoir des choses communes? Mm. Alors, il y a bien sûr des choses communes, mais on ne peut pas avoir un référentiel qui s'applique aux deux de la même façon. Mm. Alors, mon truc, il était organisé autour, un peu comme une matrice. Mm. Horizontalement, il y avait les compétences liées à la relation avec le client, Mm. les compétences vraiment du métier et les compétences d'organisation. Mm. Puis ça croisait avec trois, horizontalement, avec les compétences d'obtention des marchés. Mm. Alors, on croise obtention technique, c'est par exemple faire un devis, relation client, voilà. Bon, c'est les compétences de réalisation. Alors, c'était là qu'était le cœur, évidemment, Mm. hein. Mm. Et puis, des compétences de développement qui étaient l'évaluation. Enfin, c'est une matrice, mais il faut l'imaginer un peu en boucle. Oui. Mm. Alors, c'est là que. Donc j'ai fait ça, j'ai produit le référentiel de cette branche, par exemple, sur ce modèle-là. Mm. Et je ne sais pas où ils en sont aujourd'hui, mais je sais qu'ils l'ont utilisé longtemps, en tout cas. Bien sûr. Puis je Et l'ai fait aussi dans des entreprises. C'était plus facile à comprendre dans des PME que dans des grandes, parce que c'est beaucoup plus complexe dans des grandes, mais ça fonctionnait assez bien. C'est-à-dire mm. qu'on avait, c'est un peu comme un étudiant qui fait sa thèse. Bah, il va à une bibliothèque, il va chercher les bouquins dont il a besoin. Ouais, c'est ça. Mm. Mm. Voilà, et c'est pas le contraire, quoi. Mm. Donc et ça, je crois que ça a été, enfin, pour moi, ça a été un truc. Alors, j'ai peut-être pas su le vendre suffisamment bien. Mm. Ça s'est pas développé autant que je l'aurais voulu. J'avais même créé une société, enfin contribué à créer une société informatique pour trouver des solutions de gestion de ces outils-là. Mm. On l'a un peu développé, mais enfin moins que je l'aurais voulu. Mm. Mais je reste persuadé que c'était tout à fait intéressant. Il y a autre chose pour moi qui m'a beaucoup influencé et qui, je crois, boucle avec tes questions, Mm. c'est les démarches qualité sur lesquelles j'avais beaucoup Oui. travaillé quand j'étais DRH à Solac, les démarches qualité qui sont des démarches, vous savez, il y a le fameux PDCA de Deming, Mm. hein, c'est Plan, Do, Check, Action. Bon, alors c'est présenté comme un cercle qui tourne sur lui-même, un espèce de cercle vertueux où on prévoit, on fait, on analyse, et puis on- on corrige et on améliore et on progresse. Bon, c'est c'est ça l'idée. Et ce qui est très intéressant quand on voit justement cette notion de qualité, c'est qu'au Ouais. départ, si elle était américaine avec Deming, pardon, dans ces cas, Les les Japonais, Japonais absolument, étaient d'abord japonaises, parce que mais Deming, qui ont copié Deming, enfin, qui ont bah, copié, non, non, Deming était un prof de statistique que personne n'écoutait aux exactement, aux États-Unis, États-Unis, et absolument. c'est les Japonais qui l'ont fait venir. Alors après, Exactement. les Américains se sont dit, tiens, c'est peut-être C'est ça. intéressant. C'est vrai qu'il était américain, Euh, comme on le fait souvent, hein. c'est ça. Ouais. Mais là où c'est génial chez les Japonais, c'est qu'au bout d'un moment, ils ont développé la qualité totale ou les cercles de qualité ou le kaizen ou des Ouais, choses comme ça. ouais, C'est-à-dire qu'ils disent, c'est pas de la qualité d'en haut avec des gens ouais, des professionnels du métier, mais qui ouais, pratiquent peut-être plus, mais ouais, ceux qui ont les mains dans le cambouis parce que c'est eux qui apportent les indicateurs, apportent de l'information. ouais. Mais oui, mais c'est une dynamique apprenante, hein. Exactement, c'est Ouais, exactement ça. moi, j'ai un peu vu au Japon ce qu'ils faisaient dans certaines entreprises. Bien, puisqu'on parle du Japon, s'il reste encore quelques minutes, Mm, euh, dans toute l'opération, tout à l'heure j'ai évoqué l'accord ACAP 2000 mm, qui a été signé en 91 dans la sidérurgie française. Il a été précédé de missions avec des ingénieurs d'Usinor et des syndicalistes qui sont mm, allés voir au Japon.
bien et sûr. en Corée aussi d'ailleurs. Mm, Et, exactement. Ils font des- vous voyez, vous dites, c'est pas possible. Mm, mm, Voilà, nous on est 20, eux ils sont 8. mm, Parce qu'ils travaillent d'une certaine façon. Donc c'est possible, ça mm, existe, mm, et c'est nos concurrents. mm, Donc on peut continuer comme avant, mais vous voyez, on va quoi, hein. mm, mm. C'était tout à fait intéressant, parce que les Japonais étaient en avance là-dessus, pas surtout, hein. Non, Bon, bien sûr. pas Mm, dans le tertiaire, oui, c'est mm. pas encore ça, hein. Bon. Non, non, exactement. Mais surtout Euh, Toyota, etc. Et c'est ça qui est intéressant, c'est de se dire, comme les modèles sont interrogés, ils sont mhm, challengés, mhm, quand quelqu'un arrive à faire quelque chose qui est, on fait du benchmark, on va les ouais, voir, on ouais. regarde, et puis après, On apprend. Exactement. On apprend. Tout à l'heure, je parlais de mon voyage aux États-Unis. Enfin, d'un de mes voyages aux États-Unis, c'était celui-là, c'était fin 91, si je me souviens bien, ça remonte à un moment, hein. Mm, Bah, j'ai appris beaucoup plus que dans des années de séminaire, hein. bien sûr. Mm, C'était formidable. Bon. Parce que je ne suis pas allé que là, hein, mm. Voilà. Alors, je reviens sur la qualité, puis peut-être on peut Voilà, et ça terminer permettra de là-dessus. faire une conclusion. Ouais, alors Mm, juste, bah, je ne sais pas si c'est une conclusion, mais le PDCA de Deming. mm. Cette logique d'amélioration continue. Bon. Si on le rapproche des 4 niveaux d'évaluation de Kirkpatrick, Mm. hein, tout le monde connaît, enfin je ne sais pas si tout le monde Oui, connaît. on avait fait avec Jonathan, Ouais, qui a fait une émission complète dessus. voilà. Alors Jonathan, Jonathan Potier, pardon, pour les oui, auditeurs. Jonathan Mm, Potier, il prépare une nouvelle édition de son bouquin dans laquelle il insiste davantage justement sur la qualité et dont il m'a demandé de faire la préface. J'avais vu ça, et c'est très très Donc, bien. donc tout ça, ça boucle. Mm, Et une des choses que j'ai mis dans ma préface, mais que je dis ici, c'est on regarde les 4 niveaux de Kirkpatrick. Alors la satisfaction, le transfert, enfin, Potier appelle ça autrement maintenant, mais enfin, c'est l'idée, non seulement j'ai appris des choses, mais je les applique, mm, hein. Puis le niveau de retour sur les attentes. Bon. Donc le niveau du transfert, c'est quoi? C'est le niveau de la compétence. mm. C'est le moment où la formation se transforme en savoir-faire opérationnel en situation de travail. Mm, Et c'est pas simplement une grille 3 semaines après la formation, hein. mm, mm. C'est souvent ramené à ce truc-là. Mais en fait, la logique, c'est bien une logique de bouclage sur l'amélioration. J'ai appris des trucs, et donc je vais évaluer, et en fonction de ce que j'évalue, je vois si j'avais bien posé avant les objectifs, etc., et la méthode. Là. Bon, voilà, donc je pense qu'il y a un bouclage avec ça. Mm. Et ça pourrait être des moyens pour les formateurs de se réintroduire dans Oui, une boucle vertueuse d'amélioration, mais mm, pour ça, il faut qu'ils sortent de leur silo. ouais, exactement. Alors, c'était il y a 15 jours, je suis allé voir le salon Learning Technologies. Oui, J'ai quand même été frappé de la confusion qui restait entre compétences et formation, hein. mm, Bon, j'ai assisté à 2, 3 conférences. Il y en avait une, c'était intéressant. Bon, je ne dirais pas qui c'est, mais c'est un type. Je trouvais que ce qu'il faisait était pas mal par ailleurs. Mais là, il mélangeait tout. mm, Il disait, ah bah voilà, j'analyse les compétences et puis en face, je mets un module. mm, Il disait même un granule. mm, mm, Alors, c'est la boîte à pharmacie, quoi. Hein, vous avez un besoin de compétences, prenez cette pilule. mm. Bon, donc d'une part, tout le côté, comment dire, lien social de la formation est évacué. Mm, Bon, pour certaines séquences, on peut très bien le comprendre, mais en même temps, c'est pas une compétence. mm. J'ai appris un truc, très bien, bah, tant mieux pour moi, mais si je ne le mets pas en œuvre, c'est pas une compétence. Exactement. Voilà. Mais c'est parce que aussi, alors ce qui est passionnant dans ces salons, c'est qu'on voit plein d'innovations technologiques. Les gens sont un peu dans leur couloir de nage, c'est-à-dire Ouais. qu'ils ont quelque chose, ils sont pas des pédagogues forcément, mais ils prennent des mots de la pédagogie pour dire que ça s'inscrit Ah, dans un... Voilà.
le nombre de portes ouvertes que j'ai entendu, hein. Mm, J'ai entendu, bon, encore une fois, je ne vais pas citer, mais mm, j'ai entendu un consultant présenté comme brillant qui racontait ce que on n'osait pas raconter dans les années 90 sur la gestion des compétences, hein. mm, Et il découvrait que les entreprises devaient évoluer, enfin, mm, mm, mm. une espèce de langue de bois absolument Exactement, c'est ça. insupportable, mais surtout radotant, quoi. Complètement. Et moi, j'ai pas envie de radoter, c'est peut-être mon âge avancé maintenant qui fait que Ouais, il faut aller à non, l'essentiel et ça c'est bien parce qu'aujourd'hui on est sans dans un pas être monde. radoteur, mais j'en ai marre d'entendre les mêmes trucs. Alors, je Mm, sais bien que chaque génération essaye de se réapproprier le passé en le redécouvrant et en disant que les anciens, mm, mm. bah, gna, gna, gna. Bon, ok, ça c'est normal, c'est la vie. Mais on perd du temps pendant ce temps-là, hein. Oui, exactement. On perd du temps. Alors, Allez, comme conclusion. oui, alors comme conclusion, je vais jouer. Attends, le problème c'est que je l'ai préparé, mais je sais pas où je l'ai mis. Il Euh, n'y a aucun souci. euh, oui, bah, pendant que je cherche, sur LinkedIn aussi, on trouve des choses intéressantes, des gens qui réinventent. Mm, Ré- Récemment, j'ai vu un type qui expliquait que la formation, c'était important à condition que ça serve à quelque chose. mm, mm. C'est C'est l'eau, ça mouille. non, mais la plus belle vacherie qu'on m'ait dit dans ma vie, c'est même pas faux, quoi. Mm, mm. Ouais. Bon, mais c'est quand même tout à fait surprenant Mm, sur un réseau social du professionnel, quelqu'un dit ça. mm. Il a raison. Bien sûr. Mais la question, c'est pourquoi est-ce qu'on radote? Pourquoi est-ce qu'on radote, quoi? Mm. Pourquoi est-ce qu'on redit les mêmes choses? Faisons-le. Ouais, Faisons-le. exactement. Mm. Alors, bon, je vais jouer les profs là. Je peux? Très Pour bien. Allez, terminer, pour hein, terminer, on se fait plaisir. Bravo. voilà. Non, c'est pas ça, mais j'ai essayé de formuler une définition de la compétence. Très bien. Donc, je vais la lire pour être sûr de ne pas oublier un mot. La compétence professionnelle est un savoir agir, l'action, hein, entre parenthèses, l'action. Il s'agit d'agir, de Mm, faire. mm. Exactement. Opérationnel, c'est-à-dire qu'il est prouvé en situation de travail. Transférable, Mm, c'est-à-dire pas limité à un poste, mm. mais à un ensemble de situations de travail présentant des analogies. D'accord? Et validable. Ouais. Validable par un système de reconnaissance implicite, les collègues qui trouvent qu'on est bon, hein, Mm, ou explicite, c'est-à-dire une qualification, un salaire. mm. Entre parenthèses, la définition d'ACAP 2000 dont j'ai parlé, l'accord, c'était la définition acceptée avec les partenaires sociaux, c'était savoir-faire opérationnel validé. Mm. C'est court, à mon avis, Oui, c'est bien. Mm, ça suffit largement. mm, Alors, j'ai quand même rajouté quelque chose. Elle est individuelle ou collective. mm, Elle peut ne pas être requise par les emplois actuels, mm, mais présenter un potentiel de valorisation dans l'avenir. mm. Je sais faire des trucs, je ne les utilise pas, mais je pourrais le faire. Euh, pour une personne, elle résulte d'un mélange de connaissances, de savoir-faire et d'attitudes personnelles, hein, c'est Oui. ce qu'on trouve Mm, souvent dans les mm, référentiels. mm. Pour une entreprise, elle résulte, alors c'est un peu de la langue de bois, mais je n'ai pas trouvé mieux, elle résulte de l'optimisation. L'organisation, c'est du management. Bien sûr. De la complémentarité de compétences individuelles, orientées par un projet partagé, Mhm. et un mode d'organisation et de management qui lui permet de s'exercer et de s'améliorer en permanence. Mm, Et que ça met le management et un mode d'organisation apprenant, si on veut, mm. Bien euh, sûr. en même temps. Voilà. Alors pour que tout ça, ça soit pas simplement conceptuel, il faut du dialogue social. Il faut que tout ça, et notamment les conditions de la validation, soient acceptables par les différents acteurs, et socialement acceptables. Exactement. Bah, je trouve que c'est une belle conclusion, une belle définition. Si on veut aller plus loin, je rappelle qu'il y a ton livre qui est sorti en 2019, c'est un livre d'entretien,
Ouais. Ça permettra de remettre en perspective à la fois tout ce que tu as fait et à travers son expérience, de voir un peu quels sont les concepts, l'émergence pour les gens qui, au lieu d'être dans l'actualité, on remet en perspective et surtout où ça tend, tout ça. Merci à toi, Alain. C'était vraiment passionnant. Moi, j'ai trouvé, je me suis régalé. J'espère que les auditeurs aussi vont se régaler. Eh bien, à une prochaine fois, dites-le si ça vous a plu. Comme ça, on en fera d'autres émissions. Comme ça, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller sur le site d'Alain, sur le LinkedIn d'Alain Ménian, pour lui dire directement ce que vous en avez pensé. En tout cas, merci à tous. Merci à toi, Alain, et à très bientôt à tous. Au revoir. Bye bye. Au revoir.